peut-être que je me présente déjà et puis ensuite on présentera aussi voilà, Gabrielle et Louise qui sont ambassadrices Profil Public. Alors moi je suis Sigrid, je suis la fondatrice de la plateforme Profil Public qui co-organise cette webconférence aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas Profil Public, on est en fait une plateforme qu'on a créée pour réenchanter globalement le recrutement du secteur public parce qu'à la base, je viens du secteur public et voilà, plutôt du monde des collectivités territoriales et j'avais envie de renouveler aussi l'approche du recrutement dans le secteur public, notamment aider les organisations à rendre leurs emplois plus attractifs, à développer leur attractivité RH. Et donc, on est une plateforme qui est à mi-chemin entre un site média pour redorer l'image du secteur public. Donc, c'est pour ça qu'on a du contenu, des interviews, des vidéos, des webconférences comme celle aussi de ce soir. Et on est à mi-chemin aussi entre un site d'emploi où là, on aide les organisations à développer une stratégie globale d'attractivité RH. Ce soir, du coup, ce qui nous anime, ça va être le thème de voilà, comment justement développer, on va dire, la ville, en tout cas comment construire la ville verte de demain ou la ville durable. Et on est avec deux ambassadrices Profil Public. Alors peut-être pour passer à la slide d'après, ce que je voulais vous dire, c'est aussi pendant toute l'heure où on est ensemble, de bien penser, on va dire, à couper vos micros. N'hésitez pas voilà, à vous renommer parce que si vous posez vos questions dans le chat, c'est intéressant qu'on ait bien les noms, voilà, en tout cas les prénoms au moins. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure parce que l'idée, ça va être de prendre les questions au fur et à mesure. Et puis, juste pour information, cette webconférence, elle est enregistrée. Et donc, voilà, si vous ne voulez pas apparaître au niveau de la caméra, vous pouvez couper votre caméra si vous le souhaitez. Mais sinon, aucun souci pour garder aussi les caméras parce que voilà, c'est aussi plus humain de se voir et de pouvoir aussi interagir comme cela. Donc, ce soir, ça va être Louise et Gabrielle qui vont co-animer cette webconférence. Pour vous dire deux mots sur le programme ambassadeur, en fait, le programme ambassadeur Profil Public, c'est un programme qu'on a créé depuis 2 ans avec Profil Public. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir lancé un appel à projet et qu'une dizaine d'étudiants qui s'intéressent, et de jeunes diplômés d'ailleurs, qui s'intéressent au secteur public, puissent co-animer avec nous des webconférences sur les sujets qui les intéressent. Et donc ce soir, Louise et Gabrielle étaient voilà, très intéressées par le sujet de la ville verte, la ville durable, l'aménagement aussi du territoire, notamment au sein des collectivités territoriales. Et du coup, c'est pour ça qu'elles ont choisi ce sujet. Et je laisse Louise et Gabrielle se présenter, sachant qu'également à nos côtés, on aura Océane de l'équipe Profil Public qui, voilà, à mes côtés aussi, pourra voilà, co-animer la webconférence en lien avec Louise et Gabrielle. Et du coup, Bonsoir à tous. elle prendra aussi les questions potentiellement dans le Dans le chat. chat. Et sera aussi également notre maître du temps. Donc, je laisse Louise et Gabrielle, du coup, je vous laisse vous présenter et présenter ensuite nos 3 intervenants. Super, bonsoir à tous. Déjà, je peux commencer. Donc, moi, c'est Louise Bidot, je suis étudiante et j'ai déjà une licence en géographie et en aménagement. Et maintenant, je suis en master 1 au campus de Caen de Sciences Po Rennes, donc en master urbanisme et transition, sachant que mon campus est vraiment spécialisé dans tout ce qui est les transitions et le développement durable. Voilà. Bonsoir à tous également. Merci d'être présents sur cette conférence. Donc, moi, je m'appelle Gabrielle Reret. Je suis nouvellement consultante secteur public et énergie, air, climat. Et je viens de terminer donc, mon cursus en master spécialisé en management de la transition énergétique à mi-temps entre l'école Business School EM Lyon et l'école d'ingénierie de l'ECAM La Salle Lyon. Donc ce soir, on va effectivement s'intéresser donc à comment construire la vie verte ou durable de demain, et on sera accompagné donc de nos chers intervenants que je remercie fort d'être avec nous ce soir. Et oui, donc ce soir, on aura 3 invités et on a donc en premier Anne-Cécile Fouvet qui est la directrice Air, Énergie, Climat de la ville de Grenoble.
Et elle est devenue cette directrice après avoir été la responsable développement durable et transition énergétique de l'agglomération Grand Chambéry pendant près de 10 ans. On a également la chance d'avoir avec nous Alexandre Garcin, qui est donc expert de la ville durable et innovante et qui accompagne donc la ville de Roubaix en tant qu'adjoint au maire sur ces questions. Et pour finir, nous avons également Céline Steiger avec nous ce soir, qui est donc responsable expérimentation à l'Urban Lab de Paris & Co. C'est donc une plateforme dédiée à l'innovation urbaine qu'elle a rejoint récemment après une expérience de près de 14 ans en tant que directrice d'agence associée en charge de la concertation et de la participation citoyenne. Bonsoir. Donc, pour commencer, une question qu'on se pose et que j'imagine que certains d'entre vous se posent. Quelles sont les attentes identifiées des citoyens pour la ville verte et quelle est leur manière de participer à cette construction? Voilà, je laisse la parole peut-être à Alexandre Garcin en tant qu'adjoint au maire pour répondre à une première partie de cette question. Oui, bonsoir. Les attentes des citoyens, je pense qu'elles sont à la fois, elles sont d'abord dans un meilleur cadre de vie, c'est-à-dire plus de nature, des mobilités plus douces, moins de pollution, plus de biodiversité. Ça, c'est clairement une demande aujourd'hui de l'habitant de la ville. Après, il y a également, je pense, comme attente forte, celle du moindre impact environnemental, c'est-à-dire quel rôle je joue par rapport aux enjeux climatiques et comment est-ce que je fais à titre personnel pour moi-même m'inscrire dans ces objectifs climat qui commencent même à devenir presque stressants. Et puis, je pense qu'il y a un dernier point qui est celui du lien social. Comment est-ce que je fais société? Parce que en fait, ces enjeux environnementaux, on ne pourra les relever que que par l'entraide, par le partage, par ce qui fait aussi le lien dans la ville. Et plus on partagera, plus on s'entraidera, et sans doute moi aussi, on aura un impact à l'échelle globale entre citoyens pour la planète. D'accord. En termes de participation citoyenne, je crois que Céline, vous avez quelques éléments dessus. Oui, parce que je pense qu'effectivement, les attentes pour construire une ville durable, elles sont présentes, mais il y a aussi cette volonté d'être plus impliqués. Donc, les citoyens, on sent qu'ils ont envie de ne plus être spectateurs, mais être acteurs, en fait, de la construction de cette ville plus durable, de pouvoir effectivement participer, d'être plus proche de la décision. Donc, effectivement, dans mon expérience passée au sein de l'agence Ville Ouverte, j'ai pu travailler sur ces thématiques-là et notamment, il y avait une partie de votre question qui était sur de quelle manière peuvent-ils participer à la construction, et donc c'était quelque chose qui était prégnant dans nos démarches d'urbanistes, donc c'est-à-dire de donner une place aux habitants autour de la table du projet urbain. Et effectivement, on a eu des manières un peu innovantes de pouvoir le faire, parce que la mobilisation, ça reste un sujet quand on parle de concertation. Et pour parler de villes plus durables, plus vertes, on a pu déjà réaliser des serious games, donc des jeux sérieux qui nous permettaient en fait de solliciter la population sur la commande de la ville de Paris à l'époque, c'était d'imaginer le futur espace vert, donc le futur parc Chapelle-Charbon. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est que de passer par le numérique, ça nous a permis de mieux comprendre les attentes en termes de végétalisation et aussi les usages. Parce qu'en fait, qui dit ville plus verte, dit cadre de vie plus agréable, ce que soulignait M. Garcin tout à l'heure sur comment on améliore aussi la vie en ville dense. Et donc, ce Serious Game nous a permis effectivement d'écrire un cahier des charges à destination des paysagistes qui soit en fait celui des habitants. Donc au départ, c'était les conseils citoyens, les conseils de quartier qui avaient imaginé quelques éléments qu'on pouvait retrouver dans la programmation. Donc en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que
ce qui est important, c'est que l'implication, elle doit se faire en amont de tous les projets. Et donc, construire la ville verte, il faut le faire en amont. Et donc, dès la période de diagnostic, quand vous êtes dans un projet urbain, vous avez la possibilité de solliciter ces citoyens. Et en fait, on voit qu'il y a une meilleure aussi appropriation aujourd'hui. Donc, le parc est sorti. Et cette appropriation, elle est réelle. Et le parc répond, je pense, en tout point à ce qui avait pu être demandé et partagé dans le cadre du Serious Game. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, il y a aussi la manière de construire ce parc, c'est-à-dire qu'on a sollicité les habitants en amont pour construire cet espace vert dans le cadre d'une programmation participative. Et puis, il y a eu le temps de la conception. Et entre les deux, en fait, souvent, il y a un temps très long qui se passe entre le moment où on dit « tiens, on va faire un parc » et « tiens, c'est l'inauguration ». Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu une volonté en fait, d'utiliser cet espace en période de chantier de manière à déployer des usages, déployer un peu de végétation pour vérifier si le parc en fait, correspondait vraiment à ce qu'on avait imaginé dans le cadre du jeu. D'accord. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette première illustration. Et du côté de la ville de Grenoble, donc nouvellement élue capitale européenne des villes vertes, Anne-Cécile. Oui, du coup, si vous voulez, je peux compléter aussi sur la question de la participation des habitants en vous disant 2 mots sur un dispositif qui est mis en place par la ville de Grenoble et qui fonctionne très bien, qui s'appelle le budget participatif. Et c'est une enveloppe en fait de 800 000 €, donc c'est une enveloppe très conséquente chaque année qui est mise à disposition des habitants pour la mise en œuvre de projets qui sont à l'initiative des habitants, mais donc bien sûr tout ça c'est encadré, il y a un processus, toute une démarche en plusieurs étapes où les habitants proposent des projets d'intérêt général qui le plus souvent se déroulent sur l'espace public. Ensuite, il y a un système de tri des projets en fonction effectivement de leur réalisme et de leur faisabilité dans un délai d'1 an. Et on retourne vers les habitants pour un vote sur les projets qui ont été sélectionnés. Donc là, on vient de faire l'édition 2022 de ce budget participatif. Et on a 32 projets qui sont vraiment des projets issus des habitants et que les services techniques vont aider et accompagner à mettre en œuvre sur le territoire grenoblois. Donc, on a des projets de rénovation de fontaines, des projets de jardins partagés, des frigos solidaires pour permettre à chacun de pouvoir avoir accès à un frigo. C'est des initiatives vraiment très, 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 très variées, des projets de végétalisation de pieds d'immeubles. Donc, voilà, ça donne vraiment une dynamique qui repose effectivement sur l'initiative habitante et qui, de fait, répond aux besoins des habitants puisque ça vient vraiment d'eux. Voilà, sur l'illustration budget participatif Ville de Grenoble. Je vous remercie. Alors, on a prévu de vous faire participer aussi à tous ceux qui sont avec nous ce soir sur la webconf. Et oui, c'est ce qui est marqué donc, sur cette slide. Vous pouvez tous aller, si vous voulez, sur le site www.sli.do et entrer ce code afin que vous puissiez un peu nous partager, vous aussi, vos attentes pour cette ville verte de demain et qu'on puisse un peu comparer avec ce que nous ont dit nos intervenants. Donc, vous pouvez dire ce que vous pensez, c'est anonyme et c'est juste histoire d'avoir des retours. Ouais, N'hésitez pas à nous dire si vous avez des difficultés aussi à accéder à slido.com si besoin. Océane vous a mis dans le chat d'ailleurs le lien vers Slido et le code 270 560. L'idée, c'est comme ça d'intervenir et d'interagir avec nos intervenants. Peut-être que vous êtes d'accord ou pas avec ce qui vient d'être évoqué, ou peut-être aussi avoir des questions sur le budget participatif, par exemple, qui est assez novateur, je pense. Et d'ailleurs, il y aura une question aussi il y a des questions d'ailleurs dans le chat qu'on pourra prendre ensuite. Moi, je voudrais juste rajouter peut-être quelque chose. Au-delà des enjeux de concertation et de budget participatif, je pense que ce qui est important, et si on veut arriver à répondre aux enjeux, encore une fois considérables, auxquels on doit faire face demain, c'est que ce qui est important, c'est que ça ne vienne pas forcément d'en haut
et que le citoyen, finalement, soit en mesure de prendre lui-même des initiatives. Donc, qu'il puisse décider, c'est bien, qu'il puisse accompagner la démarche de réflexion, c'est bien aussi. Par contre, qu'il puisse prendre lui-même des initiatives, c'est encore mieux parce que on n'arrivera pas uniquement en attendant que la solution tombe du ciel à résoudre les problèmes de demain. Il faut que chacun fasse sa part. Et donc, par rapport à ça, le rôle de la collectivité, qui me semble vraiment important, c'est de libérer les énergies, d'accompagner les projets des habitants, d'accompagner les initiatives et de faire en sorte que, effectivement, il y ait plein d'initiatives qui se mettent en œuvre partout, aussi bien pour plus de nature, aussi bien pour une mobilité différente, aussi bien sur des actions qui concernent chacun, à savoir réduire ses déchets et sa consommation d'énergie. Et tout ça, c'est vraiment le rôle de la collectivité, d'accompagner, de mettre en mouvement l'ensemble des citoyens pour que la dynamique soit plus rapide et plus forte. Merci en tout cas pour la précision. En tout cas, il y a pas mal de réponses. Peut-être Louise et Gabrielle, je vous laisse réagir, Oui. mais je vois qu'il y a même circuit court qui est apparu et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. On peut voir différentes thématiques qui reviennent. Donc, je vois verdure, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a des concepts un peu plus économiques, circuit court, les mobilités, la ville du quart d'heure, le vélo, etc. À priorité au sport. On a des sportifs parmi nous pour la ville verte de demain. Et avec les habitants. Donc là, on retrouve quand même bien la citoyen-acteur, la dimension de l'action des citoyens pour construire la ville de demain. D'accord, super. Du coup, Gabrielle, je te laisse après repartager peut-être la présentation. Mais en tout cas, on voit que très intéressant au niveau des réponses. Ouais. Et ça peut faire le lien peut-être, Océane, avec quelques questions du chat d'ailleurs qui rebondissent. Oui, on a pas mal de questions qui sont super intéressantes. Donc, il y avait notamment Marie qui demandait avec quels outils et dans quel cadre on peut solliciter les habitants. Est-ce qu'on passe par des conseils de quartier? Est-ce qu'il y a d'autres façons de les solliciter? Au-delà des budgets participatifs aussi. Oui, bah c'est vrai qu'il y avait la question intéressante aussi de comment on touche tous les profils d'habitants mais ça reste la question. C'est un vœu pieux d'arriver à toucher tout le monde. On s'y efforce. Effectivement, on a des outils pour ça, on a des dispositifs aussi avec vraiment cette notion d'aller vers. On a en particulier, nous, un CCS qui est très actif pour aller vers les publics les plus fragiles, les publics précaires, les publics de la rue. Il y a un certain nombre, pour reboucler avec le budget participatif, en général, les projets proposés sont toujours très généreux et cherchent effectivement l'inclusion. On a par exemple des aires de jeu pour enfants à mobilité réduite et donc faire en sorte que les aires de jeu soient accessibles à ces enfants. Idem pour des jardinières qui sont disposées en hauteur pour que les personnes dans des fauteuils roulants puissent aussi jardiner. Donc l'inclusion, elle vient dans les projets eux-mêmes en fait et elle permet effectivement de permettre à chacun de vivre la ville au quotidien de la façon la plus équitable possible. Ouais, après, je peux donner peut-être un exemple aussi de la ville de Nanterre qui a mis en place son conseil citoyen pour la transition écologique, qui est un nouveau dispositif donc, qui sort un peu du principe des conseils de quartier, qui donc, doit permettre d'aider et d'outiller la décision des élus dans le cadre de ces questions de résilience, de transition, d'îlots de chaleur, urbains et autres. Et la manière de faire participer tous les quartiers, ça a été en fait d'être sur le principe du tirage au sort. Donc, et notamment d'avoir des représentants dans le cadre de chacun des quartiers. Et donc, chaque personne qui a été tirée au sort s'engage à participer à un certain nombre de rendez-vous et s'engage aussi à être ambassadeur de la question dans son quartier. Donc, il y a vraiment cette question de comment on peut créer aussi une communauté
à partir d'une poignée de personnes. Alors, il y avait effectivement aussi des volontaires dans ce Conseil citoyen pour la transition écologique. Mais en fait, tout cet apport de personnes qui avaient été tirées au sort permettait aussi voilà, de toucher des publics qui n'étaient pas forcément enclins à venir en réunion publique le soir, soit par peut-être des intérêts ou par aussi la non-possibilité en fait, de rejoindre une réunion publique, parce que ça demande quand même beaucoup d'investissement en fait, de participer à la vie publique, donc en termes de temps et d'organisation aussi. Donc voilà, donc effectivement, il y a plein d'outils qui existent et il y a beaucoup de choses qui sont documentées sur ces questions de mobilisation et de comment on fait pour faire en sorte de faire venir les habitants, ou en tout cas récolter la parole habitante dans le cadre de projets. Bon, bah, merci pour toutes ces précisions. Et c'est vrai que c'est aussi revenu avec toute cette dimension d'ambassadeur de quartier, etc. Je vois sur le Slido aussi qu'on avait pas mal responsabilité citoyenne, qui est aussi une notion, je pense, intéressante pour la ville de demain. Et pour passer à notre deuxième question un peu générale concernant la ville verte, est-ce que vous, nos intervenants, vous avez des exemples d'actions concrètes qui sont vraiment visibles pour les citoyens qui ont été réalisées sur votre territoire? Donc, je propose que Anne-Cécile, vous commenciez en nous parlant un peu de ce qui se passe à Grenoble. Oui, alors c'est vrai que ça peut être l'occasion aussi là de dire deux mots sur notre titre de capitale verte européenne. C'est effectivement un titre qui est remis chaque année par l'Europe à une ville européenne. Et là, ben, voilà, pour l'année 2022, c'est donc Grenoble qui est capitale verte. Donc c'est forcément une certaine fierté pour la ville d'avoir décroché ce titre. Et du coup, ça veut dire que pendant un an, on devient un peu la vitrine de l'Europe sur toutes les initiatives et actions de la ville de demain, on peut le dire comme ça, de la ville verte de demain, dans le sens très large, dans tous ces aspects de solidarité, de prise en compte des enjeux environnementaux, climatiques, énergétiques. Donc, en fait, ça a plusieurs retentissements, autant en interne, parce qu'effectivement, on se retrouve dans une situation où les services de la collectivité veulent d'une part valoriser ce qui existe, ce qui n'est pas toujours très bien fait dans les collectivités, mais veulent aussi accélérer. Et c'est un peu la consigne qui est donnée aux services, c'est de dire, là, il y a une opportunité, allez encore plus vite et plus loin que ce que vous avez déjà prévu. On a une opportunité de créer des nouveaux partenariats, de mobiliser peut-être plus de financement parce que justement, on est capitale verte européenne pour cette année 2022. Et puis, vis-à-vis de l'extérieur, il y a aussi tout un enjeu d'exemplarité où du coup, on est très regardé, on est très sollicité pour témoigner, pour partager de l'expérience. Donc, c'est très riche aussi en interne parce que ça nous permet d'être en contact avec plein d'autres villes européennes, chose qu'on ne fait pas forcément très régulièrement, en fait. On n'a pas forcément ce réflexe d'être à ce point-là ouvert sur l'extérieur. Donc là, c'est vraiment l'opportunité de nombreux échanges et de mobilisation justement de nombreux partenaires sur le territoire grenoblois, dans une logique d'essayer d'embarquer tout le monde dans cette année à travers des challenges, des défis qui s'adressent en fait à chacun selon le niveau selon son niveau et selon ses possibilités. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, le site internet, c'est greengrenoble.eu. Vous pouvez aller voir effectivement la dynamique qui est en cours sur le territoire grâce à ce titre. Et en fait, on est dans une espèce d'accélération de notre plan climat ou de notre agenda 21. Pour ceux qui ont cet historique des agendas 21, on est juste sur un espèce de puissance 10 de plan climat territorial qui, d'un seul coup, monte en effervescence et du coup arrive à intéresser et à capter l'intérêt de plein de gens qui jusqu'à présent étaient un peu loin du sujet ou ne voyaient pas trop l'intérêt de s'associer ou ne voyaient pas trop comment ils pouvaient apporter leur pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment une très belle opportunité pour Grenoble et pour aller plus loin. Juste un des exemples concrets rapidement sur ce qui s'est mis en place là récemment et aussi accéléré par Capitale Verte et qui se voit par un grand nombre d'habitants, ce sont ce qu'on appelle les places aux enfants. Donc en fait, c'est la piétonisation des rues devant les écoles.
Donc là, on a 13 écoles depuis depuis la rentrée de septembre qui sont donc 13 rues devant 13 écoles qui sont complètement piétonnisées et qui sont donc rendues aux enfants avec une logique de participation des riverains et des habitants sur qu'est-ce qu'on fait de ces rues maintenant? Est-ce qu'on les végétalise? Est-ce qu'on en fait des jeux de boules ou des jeux des terrains de jeu d'autres choses? Donc voilà, là, ça crée pas mal d'émulation sur la façon dont on va maintenant occuper cet espace qui est rendu vraiment aux mobilités douces, aux trottinettes, aux vélos et avant tout aux enfants sur la bord de leurs écoles. Ok, super, merci pour cette réponse très claire. C'est vrai qu'un peu ce titre de capitale verte européenne, c'est vraiment une bonne occasion pour s'intéresser pour expérimenter un peu sur cette ville verte de demain. Et en parlant d'expérimentation, est-ce que Céline, vous pouvez nous dire un peu si vous aviez mis en place des actions un peu concrètes au sein de l'Urban Lab? Oui, tout à fait. Alors déjà, peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que sensibiliser les enfants à la participation citoyenne, c'est aussi un bon moyen d'en faire des citoyens de demain. Donc, je pense que c'est vraiment un bon angle que d'aller chercher ce public-là, un peu comme ce qui avait été fait pour la question du tri sélectif à l'époque. Donc, c'est un bon levier, en tout cas, à actionner. Du côté, oui, effectivement, des actions concrètes, déjà en soi, le programme d'expérimentation que l'Urban Lab met en place est une action concrète et visible, puisqu'en fait, on a mis en place effectivement ce laboratoire à ciel ouvert. Donc, ça se passe à Paris. On a 2 quartiers d'innovation urbaine dans lesquels, en fait, on déploie des solutions durables. En fait, c'est vrai que les collectivités aujourd'hui sont beaucoup confrontées aussi à une grande sollicitation de la part de porteurs de projets ou de start-up sur la manière de mieux se déplacer en ville, la manière de mieux trier ses déchets. Donc, il y a plein de questions comme ça et plein de sollicitations. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir, en fait, pour choisir la bonne option et de se dire qu'il fallait trouver des solutions qui soient aussi déployables et qui permettent un changement d'échelle, qui soit un peu plus essaimable. L'idée, ça a été de se dire, faisons des expérimentations dans l'espace public et voyons in situ et in vivo les résultats de ce déploiement. Donc, c'est une démarche qu'on souhaite efficiente, notamment dans la construction de la ville durable. Et pour nous, c'est un dialogue entre les citoyens, la collectivité, des grands groupes aussi, puisqu'on est rejoint par des partenaires privés, et des porteurs de projets qui auraient des solutions pour mieux vivre et mieux améliorer le cadre de vie des Parisiens. Donc, on a des actions, on a peut-être 2 exemples que je pourrais vous donner. Celui de Lisière d'une tierce forêt, qui en fait est un projet d'une agence d'architecture qui s'appelle Fieldwork Architecture et d'une association, Alteralia, qui est un centre de séjour, il me semble. Et donc là, l'idée, c'était, vous avez un centre, un bâtiment dans lequel ils accueillaient du public, et devant, il y avait un énorme parking qui en fait ne servait effectivement qu'aux voitures, ou pas forcément. Et donc, là, on a travaillé, la proposition, c'était de travailler à la fois la ville durable et l'usage. Donc, la proposition, ça a été de transformer ce parking en lisière d'une tierce forêt, donc un îlot de fraîcheur, et donc d'en faire une nouvelle place publique végétalisée et plus minéralisée. Et donc, ou en tout cas, quand c'était minéralisé, de travailler sur le revêtement. Et c'était une des propositions tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, de choisir des matériaux qui soient aussi réfléchissants. Et donc là, ce matériau est en fait drainant, et on recueille en fait l'évapotranspiration des arbres. Ça draine en fait, c'est drainé dans le sol, et en fait on les récupère dans les nappes phréatiques qui permettent d'alimenter aussi la croissance des arbres. Donc ce travail en fait d'îlot de fraîcheur a permis à la fois en fait de changer l'usage de ce parking. Donc, on a vu très rapidement des habitants qui se sont réappropriés cet espace-là, donc avec des tables de pique-nique, en faire un espace vraiment récréatif. Donc, vraiment, on avait ce travail en fait autour de cette forêt qui a permis de faire de ce lieu qui était un îlot de chaleur urbain en un îlot de fraîcheur.
Donc, et ça a permis le déploiement d'usages spontanés. Donc, ça se passe à Aubervilliers, si vous voulez regarder un peu ce qui se passe. Et puis, on a un autre projet qu'on est en train d'accompagner en ce moment, qui est assez intéressant aussi, qui s'appelle Aquacop. Et donc, Aquacop, ils font des chantiers participatifs de débitumisation. Donc, pour le coup, c'est une association qui veut sensibiliser les citoyens à une meilleure gestion des eaux pluviales, parce qu'en fait, ils estiment que les eaux, en fait, ne sont pas valorisées, puisqu'elles vont directement dans les égouts. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les collectivités pour concevoir et animer des démarches participatives de désimperméabilisation. Et en fait, ils estiment qu'en associant aussi les habitants, donc ils travaillent sur des communautés d'habitants, ils estiment qu'en fait, les futurs aménagements seront mieux entretenus et ça permettra effectivement d'apprendre et de travailler avec un collectif, à la ville, de travailler avec un collectif d'habitants. Donc, c'est un autre projet. Et puis, on en a d'autres aussi sur la question des déchets avec les alchimistes et qui notamment travaillent sur la collecte des biodéchets. Et donc, puisque ça va être une obligation réglementaire dans peu de temps, puisqu'en 2024, les villes devront en fait proposer des solutions de compostage de biodéchets aux habitants. Et donc, on est en train de travailler aussi sur comment on peut industrialiser cette collecte et que ça ne reste pas en fait que de l'initiative ponctuelle autour de quelques habitants sur le compostage en milieu urbain. D'accord, bah merci beaucoup pour ce partage. Et c'est très bien parce que ça fait justement avec cette notion de déchets la liaison, parce qu'il me semble, Alexandre, si je ne me trompe pas, que Roubaix est la ville un peu championne du zéro déchet. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui est fait à Roubaix en matière de développement durable? Alors, effectivement, nous avons lancé en 2014 une démarche zéro déchet à l'échelle de la ville qui intègre et emmène avec elle l'ensemble des parties prenantes, hein, que ce soit les citoyens, les commerçants, les entreprises, les associations. Et on a lancé notamment, on avait été les précurseurs dans le dispositif des familles zéro déchet, avec chaque année une centaine de nouvelles familles qui intègrent ce challenge des familles zéro déchet en leur proposant de réduire de 50% leurs déchets en un an. Le déchet, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que c'est une porte d'entrée qui est beaucoup plus accessible que celle de l'énergie. Le déchet, c'est quelque chose de préhensible, qu'on peut peser, qu'on peut sentir, mesurer. Et donc, en accompagnant les habitants à changer leur mode de consommation pour réduire leurs déchets, on les amène aussi d'abord à faire on est vraiment dans une démarche des petits pas, c'est-à-dire qu'on les amène à avancer là où ils ont envie d'avancer dans un premier temps. Donc, peut-être qu'il y en a pour qui ça va d'abord être de fabriquer ses produits d'entretien et d'autres pour qui ça va être de faire son compostage. Et puis peut-être qu'il y en a pour qui c'est commencer par l'achat en vrac ou fabriquer ses produits de beauté ou peut-être les couches lavables. Chacun son chemin, on respecte le chemin de chacun et l'idée c'est d'avancer tous ensemble dans une réduction de ces déchets et on voit que au bout d'un an, non seulement en moyenne les familles zéro déchet ont réduit de 50% leurs déchets, mais elles ont aussi gagné en pouvoir d'achat. Et ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on fait vraiment le lien entre économie et écologie. Et elles ont également créé du lien social, elles sont devenues des familles engagées et on fait d'un citoyen qui pensait ne pas avoir de pouvoir un citoyen qui comprend qu'il peut avoir du pouvoir à l'échelle de la ville. Et de cette dynamique des familles zéro déchet, finalement, on emmène des commerçants, des écoles, des associations, mais également des entreprises avec tout un tissu économique qui se crée dans cette dynamique d'économie circulaire pour réduire les déchets. Donc ça, c'est vraiment l'exemple du citoyen qui a le pouvoir, pour autant qu'on l'aide à le prendre. Voilà, le citoyen peut prendre le pouvoir et à travers son impact personnel, développer une nouvelle donne économique à l'échelle de la ville. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui va dans ce que je disais tout à l'heure de libérer les énergies. Voilà. Nous, notre rôle en tant que collectivité, en tant qu'élus, c'est de libérer ces énergies et de faire en sorte que les citoyens puissent prendre le pouvoir. C'est aussi des projets d'agriculture urbaine qu'on accompagne de la même façon, en donnant à des acteurs associatifs la possibilité de s'emparer de friches pour y faire de la culture, avec l'idée de créer derrière des modèles économiques de maraîchage urbain.
C'est la rue aux enfants aussi. On a commencé à développer à petite échelle et on va permettre à plus grande échelle, pareil, en donnant aux familles la possibilité de choisir de fermer leur rue. Voilà, elles seront candidates et si on trouve que c'est une bonne idée que de fermer leur rue, on leur donnera la possibilité de fermer leur rue pendant des créneaux donnés de façon hebdomadaire. Et puis, toujours dans les projets qui permettent d'accompagner les citoyens vers un autre mode de faire, on a permis à une association de faire l'occupation transitoire d'un ancien couvent des Clarisses, dans lequel ce groupe d'architectes constitué en association est en train de faire un laboratoire de la frugalité. Et en fait, ce qui nous montre, c'est que oui, on peut toujours isoler plus et permettre aux habitants de faire des économies d'énergie, mais ça, c'est assez révolutionnaire. On peut aussi envisager de consommer moins en habitant dans une forme de frugalité énergétique. C'est complètement à contre-courant de tout ce qui est porté aujourd'hui par l'ADEME ou par les pouvoirs publics qui visent plutôt à accompagner vers une moindre consommation énergétique par un meilleur confort thermique. Mais au Moyen-Âge, il n'y avait pas de chauffage et on arrivait à vivre avec finalement pas grand-chose. Voilà. Et il y a peut-être des solutions aussi pour consommer beaucoup moins en ayant une architecture intérieure différente. Voilà. C'est ce genre de choses qu'on mène également et qui permettent de faire en sorte de conserver également le patrimoine historique. On ne va pas tout reconstruire et les maisons qui sont difficiles à chauffer, on va peut-être les garder, mais adapter juste nos modes de vie pour pouvoir y vivre. D'accord, je vous remercie beaucoup. Alors peut-être que tout ce qui vient d'être dit suscite des réactions dans le chat. On a une question de Nicolas Dric qui dit « En tant qu'élu et facilitateur de projet, quels conseils nous donneriez-vous pour concrétiser justement les projets qui nécessitent des accords d'acteurs publics ?» Je ne sais pas qui souhaiterait répondre à cette question. Je peux peut-être ajouter un petit peu de contexte Oui, bien sûr. En fait, moi, je suis agriculteur et on travaille avec d'autres agriculteurs pour mettre en place des distributeurs automatiques de produits locaux en circuit court dans les villes. Donc, en fait, pour ce faire, on a besoin de petits espaces publics d'une dizaine de mètres carrés pour poser des petits abris pour mettre les distributeurs. Et en fait, bien souvent, on a du mal à obtenir l'accord des mairies, que ce soit pour des contraintes de concurrence ou des contraintes esthétiques ou enfin voilà, très diverses. Ouais, moi je peux peut-être donner un point de vue ou au moins comment ça se passerait si vous faisiez cette démarche à la ville de Grenoble. Je pense que vous arrivez en site occupé, enfin l'espace public est ultra occupé, ultra contraint, avec de très nombreux éléments et en fait peu de gens ont la vue globale en fait de la situation. Et je pense qu'une des portes d'entrée, c'est déjà d'aller rencontrer les services techniques, donc de se parler de technique à technique, pour voir étudier le projet vraiment de façon la plus fine possible pour pouvoir arriver à construire une proposition en fait, et du coup d'aller voir les services techniques qui s'occupent de l'occupation du domaine public, parce que vous avez peut-être des enjeux d'accès à l'électricité, de je ne sais quel, vous avez vos propres contraintes, et puis la ville a ses propres contraintes également. Du coup, vraiment arriver à discuter avec des services techniques qui ont la bonne vision de cette occupation du domaine public et donc ensuite trouver la solution technique qui convient pour faire des propositions ensuite aux élus qui valideront l'aspect politique du projet. Mais c'est vrai qu'il faut avoir débroussaillé le terrain sur la faisabilité et la meilleure façon, c'est d'en parler avec les techniciens de la ville et donc essayer de trouver
par des échanges de mails, en fait, ou en vous adressant à l'accueil des différentes mairies, trouver le bon interlocuteur qui va vous accompagner dans ce projet. Parce que le projet en lui-même, il est intéressant, il apporte un service aux habitants que la ville ne va pas elle-même apporter. Donc, voilà, c'est chouette aussi que les acteurs privés puissent venir proposer des services dans un espace public. Mais c'est effectivement un peu contraint, donc il faut arriver à trouver le bon montage pour répondre aux contraintes des uns et des autres. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose à la première réponse? Pour le vivre au quotidien, ça se passe exactement comme ce que vient de décrire Madame Fouvet, Cécile. Puisque nous, en fait, c'est notre quotidien d'aller discuter aussi avec la Ville de Paris, puisqu'on est à l'interface en fait, entre le porteur de projet qui a répondu à un appel à candidature à expérimenter. Et donc, nous, on doit trouver le terrain dans lequel il va pouvoir déployer sa solution. Et effectivement, on se rend compte que l'espace public, il est déjà très densément occupé. En plus, à Paris, maintenant, il existe une commission de régulation des espaces publics qui autorise le déploiement de solutions, puisqu'effectivement, le constat a été de se dire que pendant un moment, on a autorisé plein de choses nouvelles et qui, en fait, ne permettaient pas d'avoir une bonne image, en fait, de la ville. Donc, l'idée, ça a été de mettre en place cette commission et effectivement, il faut que vous montriez votre proposition de valeur. Mais aussi, il faut que vous soyez aussi en mesure de réinterroger aussi peut-être l'objet dans lequel vous mettez à disposition vos produits. Il y a peut-être des réflexions, des pivots à faire aussi dans le cadre de votre proposition. Et effectivement, vous pensez peut-être qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière de faire, mais discutez avec les services et vous aurez peut-être aussi une autre manière de voir et vous arriverez peut-être à les convaincre. Peut-être aussi leur proposer d'expérimenter. Ça peut être aussi un petit pas de se dire, nous, on est convaincus que ça répond à un besoin, on aimerait pouvoir le tester pour savoir, pour en apprendre en fait, pour avoir des données tangibles sur ce service qui serait rendu et de l'ajuster aux besoins. Et ce n'est pas forcément un déploiement grande ampleur. Et c'est aussi pour la ville une manière de peut-être investir de la moindre manière, en tout cas dans votre projet. C'est quelque chose que vous faites déjà, vous, de faire des expérimentations comme ça, peut-être pendant 6 mois? Moi, c'est mon quotidien. Ouais. Je sais pas, mais je pense qu'à Roubaix, c'est pareil. Et en fait, c'est vraiment une nouvelle manière de fabriquer la ville. Donc, tout à fait. Ce qui est vrai, c'est que l'espace public est précieux. Tout le monde aimerait l'investir avec ses propres projets. Et nous, on doit être les garants que l'occupation de l'espace public, soit elle est transitoire, ponctuelle pour un impact dans le cadre d'une expérimentation, soit elle est pérenne, mais dans ce cas-là, il faut bien y réfléchir avant de valider, quoi. Et l'exemple le plus actuel, c'est celui des recharges avec les bornes électriques pour les véhicules. On se dit tous que ce serait génial de pouvoir peut-être recharger les véhicules sur l'espace public, sauf que si on met des recharges de véhicules sur l'espace public, ça veut dire que pendant très longtemps, pour les 20 prochaines années, on va se dire qu'il y aura des véhicules à cet endroit-là. Et c'est peut-être pas ce qu'il faut. Donc ça pose plein de questions. Je vais pas vous apporter les réponses parce qu'il y a plein de cas spécifiques, mais de fait, aujourd'hui, la recharge de bornes électriques, on y va tous, je pense, on y va, mais on y va tous aussi un peu à reculons parce qu'on se dit qu'on est en train d'handicaper l'espace public pour les 20 prochaines années, quoi. Je vous remercie. Peut-être dans l'expérimentation, c'est que ce soit réversible. En fait, ce qui est intéressant dans l'expérimentation, c'est que nous, on se donne 12 mois pour déployer une solution et on s'engage en fait à ce qu'il y ait un entretien, en fait, parce que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'il y a un entretien en fait de ce qui est déployé dans l'espace public et on s'engage en fait à l'enlever au bout de l'expérimentation parce que ça reste une expérimentation et ce n'est pas un contrat que nous avons, qui est proposé par la ville. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de se dire qu'il y a cette réversibilité. Super intéressant, merci beaucoup.
Je vous remercie pour cette question et pour cette réponse. Également, la question qu'on se posait, peut-être au point de vue Grenoble pour faire la transition, quels sont les projets qui inspirent peut-être les collectivités à s'engager sur des enjeux de ville durable? Est-ce qu'il y a une inspiration franco-française, voire à l'international? Oui, je crois qu'on est tous inspirés les uns par les autres, c'est évident. Et puis on va chercher l'inspiration, c'est-à-dire que toutes les techniques de benchmarking et donc de repérage de ce qui se fait ailleurs, ça fait vraiment partie de notre façon de faire en fait, hein. On n'hésite pas effectivement à aller voir ce qui se passe ailleurs pour s'en inspirer, et du coup ça crée généralement des passerelles et des collaborations très intéressantes. Nous, actuellement, on est confrontés à Grenoble à la préoccupation des vagues de chaleur et des fortes chaleurs lors des périodes d'été qui sont de plus en plus caniculaires. Donc, on est en train d'aller voir ce qui se passe dans les villes du Sud et la façon dont ils ont aménagé l'espace public. Alors, on connaît déjà hein, les leviers pour adoucir un peu la chaleur en ville, hein. C'est la végétalisation, c'est la déminéralisation des surfaces, c'est la présence de l'eau sur l'espace public. On en a déjà un petit peu parlé. Donc là, comment est-ce que tout ça, on le met en œuvre à grande échelle pour que ça ait vraiment un effet de confort pour les habitants? Et puis, on est aussi en train de s'interroger sur la question de l'organisation des services publics lors des fortes chaleurs. Et donc, on va voir effectivement ce qui se passe dans les villes qui sont plus au sud que Grenoble et qui sont déjà confrontées à des vagues de chaleur plus intenses et plus longues, sur comment est-ce qu'on ouvre le service public, est-ce qu'on ferme les écoles en pleine journée quand il fait très chaud, ou est-ce que justement l'école c'est un lieu refuge pour les enfants où justement ils sont sous surveillance et qu'il ne faut surtout pas fermer les écoles. Donc voilà, on est toujours à la recherche effectivement d'exemples et de retours d'expérience avec des outils qui existent, de plateformes aussi, hein, sur lesquelles on peut aller questionner, se renseigner, des réseaux aussi qui permettent de croiser les regards et de progresser ensemble. Je pense que c'est essentiel et on ne peut pas tous toujours démarrer à zéro. On a besoin les uns des autres, c'est évident. Ok, super. Bah, merci pour cette illustration. Céline, vous, je suppose, avec toute cette dynamique d'expérimentation, etc., vous avez aussi un œil sur un peu ce qui se passe autour pour un peu chercher des idées à gauche, à droite. Je trouvais que la question, elle était très large, en fait, et à chaque fois, on se dit, bon, qu'est-ce qui m'a inspiré en termes... Et c'est vrai que j'ai eu du mal, en fait, à me dire qu'est-ce qui, en ce moment, en fait, m'intéresse et qui m'inspire, en fait, pour le coup. Moi, j'ai deux réflexions. Il y en a une sur le maire de Los Angeles que je trouve particulièrement intéressant, mais sous l'angle de la participation citoyenne. Donc, c'est un peu moins le sujet, c'était mon métier d'avant. Et peut-être en ce moment, ce qui m'a inspirée, en fait, c'est d'écouter les signaux faibles sur les centres d'intérêt des habitants, notamment sur la transition écologique et autres. Et en fait, j'ai parlé récemment avec la ville de Paris et Pleine Commune, donc qui est un établissement public à proximité immédiate de Paris, qui est sur la commune de Saint-Denis principalement. Et en fait, je trouvais qu'il y avait deux sujets qui étaient intéressants, c'était la question du bruit et la question de la nuit. Et donc, Pleine Commune vient de lancer son schéma directeur d'éclairage public, et donc avec une réflexion qui est celle de dire à l'échelle des 7 communes de Pleine Commune, comment en fait on pense l'éclairage comme un aménagement, comment en fait ça nous permet de faire des économies d'énergie sur le territoire, comment en fait ça nous permet de réfléchir à une boucle avec tout ce qui est réemploi et autres, à réfléchir à tout ce qui est biodiversité et trame noire, puisqu'effectivement aujourd'hui on parle énormément de la trame verte et de la trame bleue, mais la trame noire avec des couloirs où il faut qu'il fasse nuit en fait en ville pour que la biodiversité puisse se développer. Je crois qu'à Grenoble, vous êtes aussi pas mal avancé sur ces sujets-là, puisque vous avez un expert dans une de vos universités, si je ne me trompe pas.
Donc voilà, je trouve que c'est des questions en fait qui on ne croirait pas, mais en fait cette question de l'éclairage, elle soulève plein de questions en lien avec ces questions de résilience, de transition écologique, de durabilité, de biodiversité. Et c'est des sujets en fait que tout le monde est capable d'appréhender, peut-être à la différence d'un projet urbain qui va être extrêmement complexe. Donc je trouve que c'est des sujets qui sont intéressants. Et l'autre sujet sur le bruit, c'est que en fait, la ville de Paris nous a indiqué que un des sujets qui avait le plus intéressé les citoyens ces derniers temps, c'était la question du bruit en ville. Et donc, ça participe aussi au confort acoustique. Et donc, à la place de la voiture dans la ville, il y a plein d'autres questions en lien. Donc, c'est peut-être les deux sujets que je trouvais intéressants parce que c'était traité à l'échelle d'une collectivité et plus à l'échelle d'un micro-projet ponctuel d'une rue, par exemple. Donc, je trouvais ça intéressant. Bah, merci Il y beaucoup en a pour... plein d'autres, j'imagine. Mais j'avoue que ça m'a questionnée. Non, mais merci pour votre éclairage. Et c'est vrai que toutes ces thématiques de la pollution sonore, aussi de l'urbanisme sonore, c'est vraiment des choses nouvelles qui doivent être prises en compte. La santé en ville, oui. Voilà. Ça en fait partie, effectivement. C'est une forme de pollution comme une autre. Et Alexandre, pour parler un petit peu de Roubaix, est-ce que vous vous inspirez aussi de certains projets en France ou ailleurs en matière de développement durable? Alors oui, tout à fait. Sur la question des déchets, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se fait en Italie. On cite souvent les pays nordiques, le Danemark ou l'Allemagne en référence sur les déchets. Non, les plus innovants en termes de gestion des déchets, et enfin de réduction des déchets, c'est les Italiens qui, soit parce qu'ils ont dû faire face à la mafia qui s'était emparée de ce business, soit parce qu'ils sont battus contre des projets d'incinérateurs et qu'ils sont encore en train finalement d'enterrer leurs déchets dans des décharges, ont vraiment mis en place des démarches de réduction extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes. Donc, moi, j'aime Capanori, j'aime Parme, qui s'est engagé aussi sur le sujet, mais aussi Trévise. Donc, on a là des superbes expériences voilà, où on voit qu'à l'échelle d'une ville, on peut diviser par 4, 5 la production de déchets résiduels. Sur l'économie circulaire, je regarde, enfin, on a un partenariat avec la ville de La Haye dans un projet européen. Les Néerlandais sont très intéressants parce qu'ils n'ont pas de ressources et donc ils ont une approche de l'économie circulaire qui est très pragmatique et voilà, qui va assez loin. Et puis, j'adore la façon d'aborder les choses aussi des Britanniques qui se posent, enfin les villes britanniques sont, voilà, enfin, les Britanniques font un certain nombre de choses que juridiquement on n'ose pas faire en France parce que pour mille et une raisons juridiques. Voilà. Ils font la rue aux enfants en Grande-Bretagne. Les rues aux enfants, elles sont nées en Grande-Bretagne, à Bristol. Et ils font ça en laissant totalement le pouvoir aux citoyens, là où nous, on a souvent tendance à organiser ça avec, voilà, à l'échelle de la ville, avec des arrêtés de façon très organisée, très encadrée. Là-bas, ils ne se posent pas ce genre de questions et ça se fait tout seul à partir juste les mamans de la rue qui décident de fermer la rue et puis ça ne pose pas de problème. Mais voilà, de façon générale, les Britanniques ont une approche du droit qui est différente de la nôtre et qui, du coup, permet des choses que nous, on ne peut pas faire ou on ne se permet pas de faire. Mais c'est vrai, l'inverse est vrai aussi. Hein. Donc, voilà, l'intérêt de ces approches, d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, c'est que voilà, on ne se pose pas toujours les problèmes au même endroit et certains se permettent de faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé faire. Bah, super, merci beaucoup. C'est vrai que c'est toujours intéressant un peu de s'inspirer d'autres pays et d'autres façons de penser. Du coup, super. Je ne sais pas si tu veux passer à la prochaine slide. Donc, on a prévu un petit temps de questions à la fin, notamment pour les quelques questions qui sont restées dans le chat. Océane, si tu veux donner la parole. Oui, on a Florian qui demandait comment impliquer les écoles, collèges et lycées dans les propositions citoyennes. Alors, il a eu quelques réponses dans le chat déjà, mais si vous avez des éléments à ajouter, ça peut être super intéressant.
On parlait de On a un conseil municipal des hackathon enfants qui citoyen. sont… Oui, pardon. Ouais, je pense que les autres villes autour de la table ont ce genre de choses, mais on a un conseil municipal des enfants. Chaque école élit des délégués au conseil municipal des enfants qui travaillent du coup sur ces thématiques, enfin beaucoup sur des thématiques liées au développement durable. Oui, après, peut-être pour faire écho, c'est vrai que quand je parlais du jeu sérieux tout à l'heure, l'idée, ça a été effectivement qu'il soit ouvert à tout public, mais en fait, il y avait une demande de la mairie du 18e arrondissement dans lequel on déployait dans lequel il y avait ce projet de parc. Et donc, on avait fait un partenariat avec les personnes qui étaient en charge de la pause méridienne et des temps scolaires, extrascolaires, pour que chaque enfant puisse jouer. Donc, en fait, il y avait un engagement pour que chaque enfant puisse dessiner son parc rêvé. Donc, c'est des lieux, en fait, qu'on peut utiliser et ça permet d'alimenter aussi les programmes des temps périscolaires. Et c'est vrai qu'après, ça demande un partenariat, sinon, dans d'autres cadres de projet. Je sais que l'agence dans laquelle je travaillais précédemment travaille sur la vision de la Seine-Saint-Denis en 2030. Et donc, ça demande un partenariat avec des écoles. Donc, il faut qu'ils aient la disponibilité pour le faire et puis l'envie aussi. Donc, c'est à nous de démontrer tout l'intérêt, en fait, de proposer ces sujets pour faire réfléchir les enfants, parce que souvent, ils sont assez intéressants, notamment dans la question de l'ouverture et des idées. Ils ne se limitent pas. Donc, c'est plutôt chouette. Et ils sont plutôt généralement engagés à un certain moment de dans des conditions très fortes en matière d'environnement, d'écologie et autres, à un moment de leur vie. Donc, ce serait dommage de passer à côté. Super, merci beaucoup. Et il y avait un petit peu plus tôt Caroline qui demandait quelle différence vous faites entre les appellations vertes, durables ou responsables qu'on a pu utiliser. Est-ce que finalement c'est des synonymes ou est-ce qu'on peut y mettre des nuances? C'est vrai qu'on n'avait pas défini en début de la conférence. Nous, on avait dit ville verte, mais c'est intéressant. Moi, j'utilise assez peu ville verte. Parce qu'une fois, j'ai demandé en réunion de concertation, non, j'étais sur un marché et je faisais une concertation pour une place à Paris. Et j'ai demandé à une dame, je pensais que est-ce que vous voulez une place plus verte? Et elle m'a regardée, elle m'a dit, et de quoi elle parle celle-là? Une place plus verte, mais vous voulez qu'elle soit verte? Je ne comprends pas. Donc je me suis dit, bon, en fait, je crois que je n'utiliserai plus jamais ce terme. Donc voilà, c'est l'anecdote, mais c'est vrai que le vert pourrait faire penser à la végétalisation, alors que le durable permet peut-être d'être plus ouvert, je ne sais pas. Et responsable, je trouve qu'il y a quand même une dimension qui est autre que celle que du durable, qui est celle de l'empowerment et aussi d'encapacitation, ce que disait M. Garcin tout à l'heure en introduction, sur la capacité aussi à tous être responsables de la ville et de tous aller dans la même direction. Donc, je sais pas, je me suis essayée là, mais je ne suis pas sûre que ce soit très probant. Moi, la ville verte, j'ai tendance à penser la ville nature derrière la ville verte. Ouais, et je pense exactement. que c'est une préoccupation, mais ce n'est pas la seule. Ville durable, oui, bien. Enfin, sauf que la durabilité, c'est même plus… quand on dit ville durable, on fait référence forcément au développement durable. Sauf que la question n'est plus celle du développement durable, mais d'un développement qui permet à la fois de répondre aux enjeux climatiques et aux enjeux de résilience qui seront les conséquences que nous serons soumis du fait des conséquences du réchauffement climatique. Voilà. Alors après, ville en transition, c'est pas mal parce qu'il y a tellement de choses à traiter que… Mais bon, voilà, c'est pas clair pour tout le monde, la ville en transition. Bon. Oui, nous à Grenoble aussi, vous posez vraiment une bonne question parce que le choix des mots, il est important, c'est évident. Et en fait, on se rend compte que il faut se créer des définitions communes en fait au sein des groupes de travail ou au sein des communautés de travail qui s'organisent à l'échelle locale. Nous, on utilise aussi beaucoup le mot transition en fait, ville en transition.
ou les transitions au sens global. On sent qu'il y a des nouveaux termes qui émergent, la ville zéro carbone, la ville neutre en carbone, et tout ça, on se dit waouh, mais derrière, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on veut dire derrière ces La ville mots-là? low-tech aussi. Voilà, et est-ce qu'on met la même définition? Et d'où l'importance, quand on travaille ensemble régulièrement, de poser en fait des bases un peu sémantiques en disant, bon, est-ce qu'on est bien d'accord sur le mot qu'on utilise, et passons un peu de temps à choisir le mot qu'on va utiliser pour décrire le processus, la démarche ou le projet. Donc, ce choix des mots, il n'est pas simple, et c'est une vraie bonne question, mais presque à travailler au cas par cas, en fait. Il n'y a pas de définition unique, en fait, je crois. On va peut-être dire aussi, se fixer un objectif en fait dans la manière de nommer les choses, en disant la ville avec objectif 1,5 degré et pas 2. Donc on pourrait aussi, la ville 1,5, je ne sais pas, degré, je ne sais pas si ça pourrait fonctionner, mais en tout cas de rappeler cet objectif qu'on devrait tous avoir d'avoir un impact moindre sur le réchauffement climatique, et de faire en sorte qu'on puisse tous effectivement aller dans cette direction de prendre soin de cette planète. Je vous remercie pour ces réponses à ces questions et pour avoir posé ces questions. Peut-être pour conclure, j'ai moi-même une dernière question à vous poser à chacun. Quels conseils donneriez-vous à des collectivités plus petites? Quand on parle ville durable ou responsable, effectivement, on a tendance à l'imposer presque aux métropoles, et les petites communes ont tendance à aussi délaisser le sujet en se disant que ce n'est pas pour elles. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'elles pensent que ce n'est pas tout à fait pour elles. Parce que je pense à plein de démarches qui existent sur Village du futur, sur les expérimentations, sur la ruralité qui sont en train d'être lancées. Et en fait, je trouve que l'éclairage vers ces collectivités, il est important. Et en fait, on a plein de choses aussi à apprendre de leur manière à être agile et à savoir, en fait, peut-être être plus agile. Moi, je pense qu'ils ont une forme d'agilité sur la mutualisation d'équipements, sur plein de segments. Donc, le conseil, je pense qu'il s'appuie peut-être aussi plus sur le réseau local, les habitants. Il y a plus de démarches, d'initiatives citoyennes autour de ces hameaux, de ces villages, ou de ces collectivités plus petites. Donc, je ne sais pas si ils ont à nous envier, en fait. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, en fait, sur leur manière de faire le village. Oui, et je pense que quelle que soit l'échelle de la collectivité, elle a des leviers pour agir, en fait, parce qu'elle a déjà du patrimoine, elle a des bâtiments à gérer, elle a une flotte de véhicules, forcément, souvent elle a de l'éclairage public. Donc là, ce sont des leviers pour agir sur les fameuses transitions ou sur les économies d'énergie ou pour réduire effectivement son empreinte carbone. Elle va avoir une restauration scolaire, donc qu'est-ce qu'elle donne à manger aux enfants? Est-ce que c'est en circuit court, comme c'était évoqué au départ? Donc, la collectivité, quelle que soit sa taille, a des leviers. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà d'identifier où sont les leviers, quels sont les leviers, et puis ensuite, se créer un plan d'action. À chaque échelle de commune, on peut créer un plan d'action pour fixer des priorités, parce qu'on ne pourra pas tout faire la première année. Il faut se dire que la montagne est haute et longue, et le chemin est haut et long. Donc, on fait des priorités, on travaille avec les élus sur ces priorités, parce qu'effectivement, il y a des actions qui vont avoir une grande efficacité, donc il faut mettre en place tout de suite, parce qu'il y en a vraiment besoin. Il faut qu'on ait de l'action efficace, qui peut être des fois un peu engageante au niveau financier. Et puis, on a des actions qui vont être plus pédagogiques, mais qui sont tout autant importantes, parce que ce sont ces actions-là qui vont aussi entraîner les acteurs locaux, les habitants, les enfants. Donc, il faut arriver à trouver les bons équilibres entre des actions porteuses, nécessaires, indispensables à mettre en œuvre pour construire effectivement la ville de demain, et puis des actions plus pédagogiques qui permettent de faire de la sensibilisation et de continuer à parler de ces sujets-là au plus grand nombre pour embarquer tout le monde dans la même direction. Bien, je vous remercie beaucoup.
je peux rajouter un dernier point. Moi, j'ai souvent rencontré des petites structures, des petits villages, des petites associations qui me disaient par rapport aux enjeux zéro déchet, mais nous, on n'a pas les moyens techniques de le faire, on ne sait pas. Et en fait, à chaque fois, je leur réponds la même chose, mais en fait, vous n'avez pas besoin de moyens techniques ou d'un budget extraordinaire. Un atelier sur le compostage, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est capable de l'animer dans votre village. Un atelier sur fabriquer ses produits d'entretien, voilà, avec une vidéo sur Internet, vous allez savoir le faire et puis pour le partager. Donc, ce qui compte, c'est se mettre en mouvement déjà. Et il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens. Par contre, ce qui est important, c'est effectivement de mettre en mouvement les habitants et de mobiliser les habitants autour du projet. C'est ça le plus dur. Enfin, c'est pas le plus dur, mais c'est ça qui est clé, quoi. Donc voilà, se mettre en route, mobiliser les habitants et après tout s'écrit assez facilement. Je vous remercie beaucoup. Ça a permis aussi de reboucler avec des actions concrètes. Je laisse la main à Sigrid. En tout cas, merci beaucoup. Bah, merci. En plus, ça permet de garder le mot de la fin, là, se mettre en mouvement, qui est intéressant. Juste pour vous indiquer que notre prochaine webconférence, ça sera le 27 avril sur transformation publique dans les collectivités, quel levier d'action, avec deux ambassadeurs profil public, Chloé et Joseph, qui co-animeront la webconférence. Et puis sinon, bah, du coup, un grand merci du coup, à nos trois invités, Céline, Anne-Cécile et Alexandre, d'avoir participé. Et puis, en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que voilà, c'est le cas de tout le monde. Donc, un grand merci et un grand merci à Gabrielle et Louise pour la co-animation de la webconférence. Et puis, on vous souhaite une très bonne soirée et peut-être à bientôt au 27 avril. Oui, merci tout le monde. Merci, au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.